Bonjour à tous et bienvenue pour ce débat organisé par la Fondation Jean Jaurès et le Mouvement européen. Je suis aujourd'hui avec Anne-Laure Delatte, économiste chargée de recherche au CNRS et conseillère scientifique au CEPI, et Aurore Lalucq, députée européenne du groupe socialiste et démocrate et économiste. Le sujet aujourd'hui, c'est la solidarité européenne à la suite de la crise du Covid-19 et de l'impact économique du confinement. On a 50 minutes ensemble pour décrypter trois axes, à la fois poser un diagnostic, quel est l'impact économique de la crise, est-ce qu'il est différencié selon les États européens, selon les secteurs, et comment prévenir une crise à la fois économique et sociale après la crise sanitaire. Quelles sont les options sur la table, et notamment pour le prochain budget européen en termes de relance économique? Et ensuite, comment est-ce qu'on peut voir l'avenir à 2-3 ans? Et est-ce qu'il existe des alternatives à ce qu'on fait aujourd'hui sur le plan de la relance économique et budgétaire? Ça, ce sont les questions qu'on va se poser aujourd'hui. Vous pouvez participer à cet échange via la fenêtre de commentaires du live YouTube, donc soit via le site de la Fondation Jean Jaurès en cliquant sur le lien YouTube, soit via la chaîne YouTube de la Fondation Jean Jaurès directement. Je poserai vos questions à nos deux interlocutrices au fur et à mesure des échanges. Donc, pour démarrer, la crise du Covid-19 sur le plan européen, elle pose plusieurs questions et elle pose notamment la question des missions et des compétences qu'on donne à l'Union européenne. On l'a vu sur le plan de la gestion de ses frontières intérieures, sur le plan sanitaire. Quand les États sont face à une crise, le premier mouvement, c'est celui du repli national. Et l'Union, qui a sur les domaines, par exemple, de santé, une unique compétence de coordination et non pas d'action à proprement parler, elle se retrouve à devoir gérer des pénuries nationales ou régionales de matériel médical, de respirateurs, de matériel de protection individuelle. Et tout ce qu'elle peut faire, c'est essayer de maintenir le marché unique et la circulation des marchandises. Pareil sur le plan de la gestion des frontières, on le voit, le premier mouvement des États, c'est d'aller vers une fermeture de certaines frontières nationales, et l'Union a besoin d'un certain temps pour décider elle-même en commun de ce qu'elle va faire de ses frontières extérieures, des frontières de l'espace Schengen. Par contre, il y a un point sur lequel l'Union a une langue maternelle, on va dire, c'est les enjeux économiques, sur lesquels elle a été assez prompte pour dire à la fois on va laisser les États faire, enlever tout ce qui peut être régime des aides, enfin autoriser les aides d'État, enlever la règle des 3%, en tout cas la suspendre, et permettre via la BCE de laisser les États emprunter aujourd'hui ou financer des programmes d'urgence comme celui du chômage partiel. Aujourd'hui, par contre, se pose la question de la relance économique, notamment à travers le prochain budget européen, d'où la proposition des 750 milliards de la Commission qui est sur la table, du Conseil européen en visioconférence de ce vendredi, puis en présentiel du mois de juillet. On va commencer, avant de partir sur tout ce qui est relance et budget européen, par se poser la question de savoir quels sont les États les plus touchés et qui a le plus besoin de financer son rebond économique après la crise du Covid-19. Et je vais commencer peut-être par vous, Aurore Lalucq. Est-ce que vous pourriez nous dire, selon vous, quels sont à la fois les États et les secteurs européens les plus touchés par la crise économique liée au Covid-19, ceux qui ont le plus besoin d'une aide européenne aujourd'hui? Alors, déjà, je sais pas si vous m'entendez bien, vu les petits soucis qu'on a eu de connexion et s'il n'y a pas d'écho. Tout va bien? Tout va bien, vous pouvez y aller. Alors, on y va. Moi, je pense que le pays les plus touchés, fondamentalement, c'est l'Italie. L'Italie est partie avec un taux d'endettement public extrêmement élevé. Elle a été très touchée par la crise. C'est un pays qui exporte énormément. On le sait peu, hein. On a toujours l'image de l'Italie comme une espèce de pays passif. C'est un pays qui exporte énormément, l'Italie, et qui avait une très grosse croissance dans le domaine des exportations, notamment vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de la Suisse, qu'on sait relativement peu. Et c'est un pays qui, oui, paye très très cher cette crise. L'Espagne aussi, évidemment, la Grande-Bretagne, mais bon, il y a désormais le Brexit et la France. Après, ce qu'on sait, c'est que les pays vont être impactés pas forcément selon le même temps. C'est-à-dire que pour l'instant, on a effectivement l'Italie, l'Espagne, la France qui sont vraiment très impactés, mais à terme,
On risque d'avoir les Pays-Bas, qui sont trop dépendants du commerce international, à ce niveau-là. On risque d'avoir aussi l'Allemagne. C'est-à-dire que tout ça va se faire un petit peu dans le temps. Ce qu'il faut avoir en fait, c'est qu'on est dans une crise qui est assez sans précédent, parce que normalement dans les crises, par exemple celle de 2009, mais les précédentes aussi, il y a toujours des parties un peu du monde qui sont relativement épargnées. Et ça tire finalement les autres pays, la elle fait quelque part et elle va tirer les autres pays, que ce soit au niveau européen ou soit au niveau du globe. Là, on se retrouve dans une situation qui n'est pas celle-ci, c'est-à-dire que tous les pays sont impactés. Donc, on ne va pas pouvoir compter sur tel ou tel pays pour pouvoir tirer la demande, par exemple, relancer la consommation, relancer la production. Il faut avoir en tête que la crise de 2009, la plus récente, c'est celle qui nous a marqué, qui est encore dans nos esprits, c'était 0,1% de perte de PIB. Là, on est entre 6 et 7,5% au niveau mondial, d'après le dernier chiffrage de l'OCDE. C'est donc énorme au niveau global, et on va pas pouvoir compter sur d'autres pays pour nous tirer finalement de cette crise. Il va falloir trouver des solutions dans notre imagination, disons. Et c'est là où c'est pas évident, parce qu'on est vraiment face à une page blanche. On n'a jamais vécu ce qu'on vient de vivre là. Choc d'offres, on se demande de faire repartir tous les secteurs avec des populations qui vont être affectées aussi. On parle des pays, aussi des types de populations qui vont être affectées de manière différente. Les jeunes vont être affectés de manière disproportionnée, par exemple. On sait très bien que la jeunesse va être très, très impactée. Ouais, on a un petit souci de micro, Aurore. On a loupé la fin de votre propos. Ça tombe bien, Anne-Laure, on va pouvoir continuer. On a juste loupé la fin de votre propos. Le temps que ça revienne, on va continuer le débat. Anne-Laure, du coup, une crise sans précédent pour Aurore Lalucq. Est-ce que vous pouvez nous décrire pour vous, là encore, quels sont les États et les secteurs les plus touchés, et si vous aussi, vous y voyez quelque chose qu'on n'a encore jamais vécu, bien différent de la crise de 2009? Oui, alors j'ai vraiment plein de choses à rajouter à ce que dit Aurore, parce que elle a tout à fait expliqué les mécanismes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la crise a plusieurs natures, et donc il y a plutôt plusieurs canaux pour comprendre ce qui va et ce qui s'est déjà passé. Le premier point, c'était une crise sanitaire. Et en fait, en fonction des conditions que vous aviez au départ, notamment les dépenses de santé que vous aviez fait au départ, le nombre de lits dont vous disposiez, en fait, vous étiez plus ou moins capable d'absorber ce choc. Choc qui n'était pas en plus complètement, finalement pas si semblable pour tout le monde, puisque en fonction de votre démographie, par exemple, la France est un pays extrêmement dense. Bon, ben voilà, ça n'est pas du tout la même chose que de recevoir un tel choc en Finlande, où vous avez moins de contacts, en fait, par définition, du fait de la démographie. Mais en tout cas, vous avez un choc sanitaire qui fait que, en fonction de votre dépense de santé, etc., vous êtes obligé de mettre des conditions d'isolement plus ou moins strictes. Et en fait, on est capable de mesurer les conditions d'isolement qui ont été mises en place. C'est-à-dire qu'on va aller regarder les fermetures d'écoles, les fermetures de bureaux, est-ce que les écoles sont annulées, est-ce que vous aviez le droit de vous balader à 3, 5, à 10. Et en fait, la France, l'Espagne, l'Italie ont fait partie vraiment des pays qui ont le plus isolé leur population. Donc ça, c'est le premier point. Ces facteurs d'isolement, ils ont déjà impacté l'activité économique, puisque en réalité, on a arrêté à la fois l'offre et la demande. Donc c'est ce qui peut expliquer que vous avez une hétérogénéité dans la zone, parce que vous avez des pays qui ont plus ou moins réagi. Et il faut vraiment avoir en tête qu'en fait, on a réagi aussi fort que les Italiens en France. Hein. Donc en fait, on le paye très cher, comme vient de le noter le rapport de l'OCDE, mais aussi Bercy, aussi la Banque de France. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'on va faire moins 11% en France. Mais en fait, juste
un petit secret entre nous, l'intervalle de confiance, il est énorme, et donc ça peut être du -7 ou du -14. Voilà. En fait, personne n'en sait rien. Ce qu'on sait, comme disait Aurore, c'est que c'est du sans précédent. Et moi, et je pense que même ma grand-mère n'avait jamais vu du -60, si vous voulez. Voilà. Premier point. Premier canal, c'est le sanitaire. Et ensuite, il y a deux choses. Quand Aurore parle de l'Espagne et de l'Italie, elle a en tête en fait le risque souverain. Donc la seconde nature de cette crise, c'est que ça va poser un risque sur la dette souveraine sur des pays qui sont déjà extrêmement endettés. Alors on a vraiment l'Italie en tête, mais des pays dont les investisseurs se méfient plus ou moins et qui en fait vont avoir une double peine parce que souvenez-vous, 2010-2012, on a eu une augmentation du stress sur les marchés pour ces pays-là, en particulier les gouvernements de ces pays qui voulaient emprunter ne pouvaient plus. Bon, eh bien, on a vu ça se reproduire. Alors heureusement, et je pense que ça va être la seconde partie de notre entretien, il y a eu une intervention massive à la fois de la Banque centrale européenne et de la Commission. On a réagi, mais il y a une forte hétérogénéité aussi. Tout simplement, double peine, les investisseurs se méfient davantage de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal et de la Grèce quand il leur arrive quelque chose comme ça, parce qu'ils se disent, en fait, ça va générer énormément de dettes et ces pays ne sont pas capables d'absorber cette dette. Et enfin, vraiment, rapidement, Aurore a parlé de l'Allemagne et des Pays-Bas parce que la troisième nature de la crise qui va vraiment arriver maintenant, c'est une crise commerciale. C'est-à-dire que, effectivement, les pays les plus exportateurs, ceux qui dépendent le plus de la demande extérieure ont déjà et vont énormément souffrir de la baisse de la consommation et de la baisse tout simplement du commerce international lié. Il y a eu des ruptures de chaînes de valeur absolument gigantesques. Et là-dessus, donc je vois dans ce que vous définissez en fait trois facteurs qui définissent l'impact de la crise, cet enjeu sanitaire, votre rapport au marché, votre capacité à emprunter ou non, et cette notion commerciale avec votre interconnexion avec l'économie mondiale. Il y a un quatrième facteur sur lequel je voudrais qu'on s'arrête, c'est aussi la capacité au tout début de la crise d'investir à la fois pour soutenir l'économie pendant la crise et la relance après. Et j'ai cru lire en plusieurs endroits que, par exemple, si on prend les aides d'État autorisées par la Commission européenne, l'Allemagne a financé son économie à hauteur de ce qu'avait financé l'ensemble des 26 autres États européens, et en tout cas dans des proportions bien plus grandes que l'ensemble de ses voisins. Là-dessus, Aurore Lalucq, est-ce qu'on a deux poids, deux mesures dans les capacités de réponse qu'ont les gouvernements européens face à la crise? Je ne sais pas si c'est deux poids, deux mesures, c'est juste qu'il y a aussi une différence de façon de gérer la crise. La grande inquiétude que j'ai aujourd'hui, c'est la façon dont on passe, notamment en France, en permanence par du prêt bonifié, par du prêt. Et c'est la même chose au niveau européen. C'est-à-dire qu'on a tendance en permanence, à chaque fois qu'il y a, alors ça commence à évoluer un tout petit peu, on va en parler avec le plan de 750 milliards, mais néanmoins, il y a quand même cette tendance à passer, au lieu d'aller sur de la subvention, de passer en permanence par du prêt. Et c'est vrai que l'Allemagne, elle a fait un plan qui est beaucoup plus ambitieux finalement que le plan, beaucoup plus ambitieux que le plan français. Et elle a cette capacité à ne pas forcément passer par de l'endettement. Je suis assez inquiète en fait sur le niveau d'endettement des acteurs économiques, mais aussi des États. C'est-à-dire que je crains, et Anne-Laure a parlé de la question du risque souverain et de la question de l'endettement public, je crains les deux en fait. C'est-à-dire qu'on ait un endettement public et un endettement privé, un mur de la dette publique et un mur de la dette privée. Je ne suis pas une grande inquiète à la base des questions d'endettement public. Là, néanmoins, sur le type d'endettement qu'on est en train de créer, il y a une grosse, je trouve qu'il y a une source de stress à avoir, notamment, et comme Anne l'a dit, du côté de l'Italie, parce que les types de dettes contractées sont, à mon sens, pas forcément remboursables, notamment quand il s'agit des acteurs privés. La Banque centrale européenne rappelle que entre un quart et un tiers des entreprises européennes ont 2 mois de trésorerie devant eux. Ça veut dire que pour l'instant,
Beaucoup d'entre elles se sont endettées pour pouvoir maintenir l'économie à flot, pour pouvoir continuer finalement à fonctionner, mais pas du tout dans une perspective d'investissement ou de lancement d'une activité comme c'est normalement le cas. Donc, que vont-elles faire au moment où l'activité va se contracter? Je ne sais pas. C'est vraiment moi ma source d'inquiétude, et j'ai peur que c'est par ce canal-là, par ailleurs, on déclenche in fine une crise bancaire ou financière, parce qu'on sait que en gros, si 21% des prêts actuels contractés au niveau européen ne sont pas remboursés, les banques perdent leurs fonds propres. Et c'est un vrai sujet à mon avis, c'est-à-dire qu'à force d'être passé sur des plans qui ne sont pas si cohérents que ça, je trouve, et qui dépendent beaucoup du système bancaire, on risque à la fin de créer une crise bancaire, et on n'a vraiment pas besoin de ça. Voilà. Donc mon sujet, il est plutôt là. Et par ailleurs, oui, on a des réponses très très différentes. Après, pas forcément grave, dans le sens où on a des économies aussi différentes. Que la réponse en Allemagne et en Italie soit différente, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais il faut que derrière, l'Europe soit en capacité quand même de fournir des outils un maximum cohérent, et puis justement faire en sorte de desserrer les contraintes budgétaires sur les États européens. Ça passe par le desserrement de cette règle absurde des 3% et des 60% qui n'a aucune réalité économique et dont il faudra se défaire totalement à terme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de réflexion budgétaire ou de coordination budgétaire au sein de la zone et au sein de l'Union. Ça peut pas se faire sur des règles absurdes, en fait, par contre. Donc, il faudra faire en sorte que cette règle ne revienne pas tout de suite, et ensuite penser à la façon dont on peut desserrer un maximum les contraintes budgétaires sur les États. Et pour ça, moi, je pense qu'il faut aller vers l'annulation d'une partie des dettes de la Banque centrale européenne. Je pense qu'à un moment, il va falloir nous refaire de la vraie macroéconomie, c'est-à-dire s'interroger sur la possibilité de monétiser la dette. Enfin, en fait, la situation européenne dans laquelle on est n'est pas normale. Il faut l'avoir en tête à un moment. On est dans une situation qui n'est pas normale. Macroéconomiquement, la façon dont la Banque centrale fonctionne est anormale. Voilà. En économie, c'est absurde qu'une monnaie n'ait pas de budget. C'est absurde qu'une monnaie ne puisse pas compter sur une banque centrale qui soit en capacité de financer directement les États. Normalement, ça n'existe pas. Il faut vraiment l'avoir en tête, ça. Et à un moment, tous ces tabous qu'on a figés in fine dans les traités, il va falloir les lever. Ça commence. On voit qu'il y a de la mutualisation de la dette qui commence à arriver. On voit que le terme d'inflation n'est plus un mot tabou, puisque même Christine Lagarde a dit « espérons qu'il y ait de l'inflation ». Oui, espérons qu'il y ait de l'inflation. L'inflation, c'est jamais un problème en économie. La déflation, c'est un problème. On ne sait pas régler la déflation, on sait régler l'inflation en économie. Donc, espérons que tous ces tabous se lèvent, et j'en finirai là parce que je suis beaucoup trop longue, espérons que tous ces tabous se lèvent, pour pouvoir avoir des politiques efficaces au niveau européen, mais aussi au niveau national. Et justement là-dessus, j'y viens. Vous avez parlé, on a parlé à la fois de l'impact économique sur les différents États européens, mais aussi de l'action de la BCE qui a surtout été de laisser les États emprunter et de les soutenir dans leur effort pour emprunter. Là-dessus, on a désormais une proposition de mettre en commun les coûts futurs de la crise et notamment les coûts de la relance économique. Donc, pour détailler peut-être pour notre audience, mais qui doit en avoir cerné les grandes lignes, donc Angela Merkel et Emmanuel Macron proposent un plan de 500 milliards d'investissements budgétaires, donc non plus seulement des emprunts et des facilités de caisse pour les États, mais des emprunts communs qui servent à financer les États et les secteurs les plus touchés. Et la Commission a rebondi il y a une dizaine de jours là-dessus, en avalisant cette idée de 500 milliards empruntés en commun, remboursés en commun plus tard à partir de 2028, et en y associant 250 milliards de prêts dans une enveloppe totale de 750 milliards qui serait parallèle au budget européen pluriannuel pour avoir une dépense, on va dire, rapide à court terme, enfin plutôt à moyen terme vu les délais de mise en place de ces fonds.
et ensuite un remboursement dans 10 ans, enfin plutôt dans 8 ans, à mesure des différents moyens budgétaires des États membres de l'Union. Donc ça, c'est le plan qui est posé aujourd'hui sur la table et qui est soumis aux chefs d'État. On voit qu'il y a des réticences, mais néanmoins plutôt un soutien général, notamment parce que l'Allemagne s'est retournée et a opéré un volte-face qui est important sur le plan idéologique et politique en Europe. Là-dessus, Anne Lordelac, pour vous, quelle vision, quelle image vous avez de ce plan? Est-ce que si on arrivait à le mettre en œuvre en tant que tel, il solutionne la crise pour les États les plus touchés? Est-ce que c'est simplement une partie de la réponse? Est-ce que c'est ce qu'on peut faire de plus ambitieux? Ok. Alors, j'ai à la fois très enthousiaste. Moi, quand j'ai vu ce plan au départ, je me suis dit bon, quand même, il y a un truc vraiment très radical, voire deux en fait. Il y a deux choses qui changent beaucoup dans le dispositif institutionnel européen. C'est l'endettement en commun et les transferts. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Ça, c'est ce qui me rend très optimiste. Et après, je suis un peu plus, mitigée sur l'ampleur du plan et la façon dont va fonctionner en fait la gouvernance de ce plan. Et notamment, il y a pas mal de... Finalement, c'est assez opaque la façon dont les décisions vont être prises. Alors, le premier point, c'est que jusqu'ici, si on veut comprendre, en fait, en gros, on a presque vécu 2010-2012. Très vite, on a eu peur que les écarts de taux entre l'Italie et l'Allemagne, l'Espagne et l'Allemagne, le Portugal et l'Allemagne s'écartent comme ça avait été le cas en 2010-2012, et les institutions interviennent très vite. Et alors, il y a la BCE, mais l'intergouvernemental intervient. Le 9 avril, l'Eurogroupe fait une réunion très importante où on nous annonce qu'ils se coordonnent enfin sur des prêts sur un montant de 540 milliards. Et en fait, ça, les marchés sont pas si satisfaits que ça de ce plan-là. C'est-à-dire qu'il y a un effet d'annonce positif. On a enfin réussi à se coordonner, hein, souvenez-vous. Enfin, moi, j'étais devant mon écran et je me disais, c'est pas vrai, ils vont nous rejouer 2010-2012. Les gouvernements sont incapables de se coordonner et ils vont encore semer la zizanie. Bon, finalement, on arrive à se coordonner sur un plan, mais ce plan, il est basé sur le MES, le mécanisme européen de stabilité essentiellement, et surtout, ce ne sont que des prêts. Donc, en fait, l'idée, c'est d'aller emprunter sur le marché par l'agence du MES et prêter aux membres pour un taux pas trop cher. Et en fait, ça ne suffit pas, et les marchés sont assez déçus, et les écarts de taux continuent à s'écarter. Et en fait, le plan Merkel-Macron au départ est confirmé par la Commission européenne 10 jours après. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait deux choses. Ça transfère le mécanisme, cette idée de budget, il va être transféré du MES au vrai budget européen. Et là, il y a vraiment un petit truc magique qui s'opère, c'est que le MES, c'est du prêt, le budget, c'est du transfert. En fait, le budget européen, il est vraiment minuscule, il n'a pas grand intérêt, il est décidé sur 7 ans, il représente 1% du PIB. Parce que c'est décidé sur 7 ans, ça n'est pas du tout un budget de réaction aux crises. Donc vraiment, il était absolument inutile jusqu'ici. Et là, en faisant passer l'idée d'une réaction, d'une politique réactive à la crise dans le budget, on lui donne cet opérationnel-là, ce dispositif opérationnel, on lui dit, enfin, on donne au budget européen la possibilité d'être quelque chose de beaucoup plus réactif. Et l'idée de transfert, elle est absolument naturelle parce que le budget européen, c'est du transfert en fait. C'est-à-dire, ça n'est pas, on n'est pas sur du prêt en fait, comme le MES. Et donc ça, moi je trouve que c'est vraiment un trick, quelque chose d'assez positif, d'assez malin en fait politiquement qui a été opéré. Et c'est ce qui me rend assez optimiste sur le fait que ça ne sera pas refusé par les frugaux, parce que on va pas mettre du transfert dans le budget, ça n'existe pas ou très peu. Et surtout, et en plus, la seconde raison pour laquelle ça ne va pas être refusé, c'est que ça coûte pas très cher, en fait. Parce que on n'emprunte pas tant que ça, et en plus, on emprunte sur 30 ans avec des taux extrêmement bas. Bon.
Ça, c'est le premier point de radicalité, c'est vraiment le transfert. Et c'est le fait que la Commission européenne emprunte elle emprunte déjà sur les marchés, mais c'est complètement anecdotique. Là, on donne la capacité à la Commission européenne d'emprunter pour l'ensemble des membres. Donc ça, c'est vraiment les deux éléments qui me font penser que moi, quand je donne des cours sur la crise européenne, l'Union européenne à mes étudiants, je leur dis toujours par rapport au dollar, ce qui fait qu'on a une monnaie qui n'est pas soutenable, qui est incomplète, c'est qu'on n'a pas de transfert budgétaire en fait à l'intérieur de la zone. C'est-à-dire que quand il nous arrive quelque chose, on se prête de l'argent, mais se prêter de l'argent, ça ne suffit pas. Il faut vraiment, si vous voulez, quand vous avez un choc asymétrique comme ça qui est extrêmement fort, il faut qu'on puisse organiser des transferts entre régions qui sont plus ou moins attaquées. En fait, c'est ce qu'on fait en France entre l'Île-de-France et la région Nord, par exemple. Donc ça, c'est ce qui me rend extrêmement... Excusez-moi, je vais juste passer la parole et on reviendra tout de suite au manque d'ampleur, si vous voulez bien. Et là-dessus, du coup, Aurore, donc, on a parlé des frugaux, on a commencé à en parler, et vous vouliez revenir sur le fait que peut-être politiquement, ce plan, il va être difficile de le faire aboutir. Ouais, moi, j'ai envie de partager l'optimisme d'Anne-Laure. Je partage son analyse, tout ce qu'elle a dit, je suis entièrement d'accord avec elle. Néanmoins, il y a quand même une petite inquiétude à avoir, je trouve, parce que chez les pays dits frugaux, inquiétude à Danemark, Pays-Bas, à avoir, je trouve, parce que chez il y a quand même cette volonté de justement ne pas franchir certains pas Pays-Bas. C'est-à-dire qu'effectivement, Anna, elle a parfaitement, quand même cette volonté de justement ne pas franchir certains pas. C'est-à-dire aucun danger, il y a rien pour eux de dangereux à soutenir ce plan. Mais je pense qu'on n'est pas dans la rationalité économique. Et d'ailleurs, en Europe, aucun danger, il y a rien pour eux de dangereux la construction européenne et le plan. Mais je pense qu'on n'est pas dans la rationalité économique. On n'est pas dans la rationalité économique, on est dans certains moments la construction européenne et la construction rationelle n'aurait pas été comme ça. Et eux, on n'est pas dans la rationalité économique, on est dans, justement, un moment à rationnel, certains aussi aux pays du Sud. Et moi, j'espère vraiment que le Conseil va aboutir. C'est un signal extrêmement important pour l'ensemble des Européens, avant toute chose, pour la construction européenne et pour l'état de l'économie et pour les marchés aussi, parce que ça va tanguer, sinon le moindre élément de balbutiement va faire tanguer les marchés, on le voit très très bien. Dès qu'il y a un petit élément qui ne va pas en ce moment, passe immédiatement les spreads évoluent de manière assez forte, même s'ils reviennent après relativement vite à la normale. Donc je pense qu'on va se retrouver quand même dans des situations un petit peu compliquées ces prochains temps. Il faut espérer que l'Allemagne joue vraiment le jeu. C'est-à-dire qu'en gros, là aussi il faut être clair, dans les jeux diplomatiques, les pays frugaux souvent sont un peu le poinçon pilote de l'Allemagne parfois, où ils vont tenter de mettre en avant certains points ou montrer certaines lignes rouges qui donnent des marges de négociation au gouvernement allemand. Donc là, on va voir ce que ça va donner. On sait néanmoins que le gouvernement allemand, sur certains points, est déjà en train de rétro-pédaler, c'est-à-dire que normalement, ce plan était jusqu'en 2024, si ma mémoire est bonne, ils veulent aller jusqu'à 2022. Donc voilà, là, il y a quelques éléments un petit peu tangents. Néanmoins, sur le plan du symbole politique, c'est extrêmement important ce qui s'est passé. Quand Angela Merkel dit « l'Allemagne ne peut pas s'en sortir seule », ça fait quand même du bien, parce que ces derniers temps, vraiment, on était dans une forme d'irrationalité totale, c'est-à-dire que penser que les Pays-Bas peuvent s'en sortir seuls si le reste de la zone et si le reste de l'Union s'effondre, c'est absurde, c'est irrationnel, et c'est exactement la même chose pour l'Allemagne. Je pense qu'ils sont très dépendants du commerce intra-zone, très dépendants du commerce intra-train UE, donc c'était une forme d'absurdité totale. Et d'ailleurs, je finis là-dessus, Théo, je me rappelle du président Sassoli du Parlement européen qui avait fait au plus fort de la crise, quand vraiment le taux de mortalité, il y avait beaucoup de morts en Italie, beaucoup de morts en Espagne, et que c'était absolument indécent d'entendre un paradis fiscal qui est les Pays-Bas faire la morale aux autres pays. Il avait dit, mais les amis, à qui vous allez vendre vos tulipes? À qui vous allez vendre vos technologies si le monde autour de vous s'effondre? Donc, le fait de revoir Angela Merkel revenir avec un discours de raison, en fait, revenir à la raison,
c'est un symbole extrêmement important, même si le plan qui a été proposé, et là, faut être très clair là-dessus, ne résout pas la crise. C'est-à-dire qu'effectivement, pour nous, c'est des grandes avancées. Il faut pas le nier. Ça ne résout pas la crise pour autant. Eh ben justement, très très bonne remarque et transition, parce que effectivement, quand on voit ça, moi en tant que fédéraliste, je me dis mais ça y est, enfin on a passé, en plus sur une logique française, on se dit c'est le grand soir, on a passé le cap de dépasser la contribution commune pour emprunter ensemble et donc financer ensemble. Et on le sent bien dans 10 ans, la réflexion qui est derrière, c'est celle d'avoir des ressources propres pour rembourser ensemble. Sauf que on va devoir négocier ce plan qui déjà est en dessous. Bruno Le Maire avait dit on a besoin de 1000 milliards pour financer la relance. Il est déjà en dessous des différents seuils. L'Espagne avait mis des seuils qui sont aussi au-dessus qu'on avait fixés comme objectif. Et on sent qu'on va devoir négocier un peu à la baisse pour récupérer les frugaux et les États d'Europe centrale dans la négociation. Et là-dessus, Anne-Laure, est-ce que vous pourriez nous dire certes, il est ambitieux, il y a des choses positives, notamment des transferts dans ce plan, mais est-ce que vous trouvez qu'il est d'une ampleur suffisante? Et si oui, ou sinon, qu'est-ce qui manque? Donc les limites du plan, il y a effectivement le montant et la gouvernance du plan en fait. D'un côté, on part maintenant, la négociation va partir à 750 milliards. Ça veut dire que si on part de 750 milliards, on va probablement effectivement baisser. Et si je comprends bien, ça va être étalé entre 3 et 5 ans. Ça n'est pas très clair en fait encore. De toute façon, la négociation n'a pas eu lieu, mais en gros, ça pourrait représenter simplement une augmentation du budget européen entre 0,5 et 1% du PIB, quoi. Donc en gros, on va passer de 1 à 1,5 ou 2%. 2% si vous êtes hyper optimiste. Donc non, concrètement, on ne peut pas dire que c'est suffisant. Pour comparer, les plans de relance du New Deal, c'est 10% du PIB dans les années 30. Donc voilà, ça n'est pas suffisant. Alors on a des plans domestiques, on a des plans nationaux qui sont pris, mais les États sont contraints, ils ont des contraintes budgétaires parce que, comme le disait Aurore, ils ont des dettes élevées. Et donc non, d'un point de vue du montant, c'est bien, c'est mieux que rien, mais évidemment que ça ne résout pas la crise. Et la deuxième limite, c'est que souvenez-vous qu'on a la règle d'unanimité en fait dès qu'il s'agit d'une question fiscale en Europe. Or là, on est vraiment au cœur de la question fiscale, autant dans les ressources que dans les dépenses. En fait, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas exactement comment est-ce que vont être prises les décisions sur les ressources et sur les dépenses. Vous le disiez, c'est important qu'on ait ça en tête. Quelque chose qui est très positif, c'est que a priori, on va avoir besoin d'un impôt à mettre en face, d'une ressource à mettre en face de ce plan. Donc on va aller emprunter sur les marchés et il faudra commencer à rembourser dans 8 ans, il me semble. Donc à ce moment-là, on sera à la fois, on fera comme tous les États, on continuera à emprunter pour rembourser, mais on mettra un impôt en face et c'est les fameuses ressources propres. Donc c'est une vraie avancée. Mais en fait, attendez, qu'est-ce qu'on va mettre comme impôt? Et surtout, qu'est-ce qu'on va faire? On a essayé de mettre un impôt sur le plastique, on n'a pas réussi. Qu'est-ce que vont dire les Pays-Bas et Luxembourg quand on va essayer de leur vendre la base commune? En fait, on va se retrouver en permanence avec cette règle de l'unanimité. On va se retrouver en permanence face à des murs institutionnels, des murs, de négociation, de manque de coordination en réalité. Et comme comme disait Aurore, en fait, moi, je suis pas si optimiste parce que les Pays-Bas, certains pays ont des signaux à envoyer à leur population. Et oui, en fait, quand on est dans l'intergouvernemental, quand on n'a pas un vrai système supranational, fédéral, comme aux États-Unis ou en Allemagne, pour en réalité faire, si vous voulez, trouver un compromis en fait dans les différents intérêts de chaque pays, eh bien, en fait, on est en conflit en permanence. Et donc, là, les Pays-Bas ont des signaux politiques à envoyer à leur électorat. Donc, effectivement, vous avez raison, ça pourrait jouer énormément. Vous vous rendez compte que si les élections des Pays-Bas jouent sur ce transfert-là, sur ce mécanisme, c'est quand même très malheureux. Et ben, en fait, c'est en permanence ça. Donc, le problème, moi, de ce plan-là,
c'est qu'en fait, tant qu'on n'aura pas résolu le problème de gouvernance politique et qu'on ne sera pas allé au-delà de l'intergouvernemental, soit en donnant plus de pouvoir à Aurore et donc aux parlementaires européens, soit en leur donnant à eux et à une autre chambre parlementaire un vrai pouvoir budgétaire, tant qu'on n'arrivera pas à ça, en fait, on aura toujours des problèmes de coordination entre les frugaux. Après, ce sera peut-être plus l'Est, etc. Ok, très bien. Alors, merci beaucoup. Et justement, ça met la question sur le plan politique. J'ai une question, j'en ai plusieurs, mais une question sur le chat pour vous, Aurore, et vous pourrez commencer par ça, puis rebondir sur ce que disait Anne-Laure. C'était de savoir, mais quelle est la position de vos collègues socialistes et démocrates allemands, suédois, danois sur ces questions-là? Et on a une démocratie intergouvernementale dysfonctionnelle, mais on a une démocratie parlementaire qui fonctionne plutôt pas mal en Europe. Comment vos collègues socialistes se positionnent dans les États frugaux sur ces éléments? Alors, juste pour information, il y a une sous-commission taxe qui va être créée justement sur les questions de fiscalité. Là, ça a été elle avait été créée à un moment où il y avait des scandales financiers. Elle vient d'être pérennisée. On s'est battu pour ça au Parlement et elle va être probablement dans les personnes qui vont compter dans cette commission, on aura quelqu'un qui s'appelle Paul Tang, qui fait partie du groupe socialiste démocrate, qui est néerlandais et qui justement se bat au niveau européen et dans son pays pour avoir une réforme fiscale ambitieuse. Ça permet de répondre en partie à la question. On a de la chance dans le groupe social-démocrate, côté néerlandais, d'avoir des parlementaires assez exceptionnels, parce que c'est pas évident quand on est dans un pays qui est en partie un paradis fiscal, de se battre pour une fiscalité juste au niveau européen. Donc là-dessus, oui, il y a Paul Tang est vraiment en pointe et d'ailleurs, il est reconnu dans tout le Parlement pour l'être au-delà du groupe social-démocrate. Après, oui, on a des collègues allemands avec lesquels on a on va dire que ce sont des nuances quand même. Voilà, nos collègues danois sont très axés sur la transition écologique et je pense qu'on peut réussir on travaille correctement avec eux dès lors qu'il s'agit de faire en sorte que le desserrement de la contrainte budgétaire aille vers la transition écologique. Après, ça peut être plus compliqué avec d'autres, c'est vrai. Mais globalement, vraiment, rien que le fait que nous ayons des Néerlandais qui soient très en pointe sur les questions de fiscalité, c'est un très bon signal pour le groupe. Voilà, ça c'est le premier point. Et après, je rebondis sur ce que disait Anne-Laure, comme tu l'as suggéré, Théo. Je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire qu'il y a un moment, moi je suis fédéraliste, je ne l'ai jamais caché, mais il y a un moment, de toute façon, c'est pas possible. Enfin, il y a rien de pire pour une monnaie, pour une économie, cette espèce de micmac un peu confédéral finalement. C'est d'ailleurs ce qui avait coûté très cher aux États-Unis. Et ça, on l'étudie relativement peu. Le moment de confédération n'a pas été un bon moment, ni d'un point de vue politique, ni d'un point de vue économique d'ailleurs. Et là, au moment de la crise, à chaque fois qu'il y a eu des problèmes, finalement, c'est toujours venu de l'intergouvernemental. La seule institution, alors on peut être critique sur la façon dont elle intervient, et je le suis, mais la seule institution qui a été en capacité de réagir et qui a réagi avec force, c'est laquelle? C'est la Banque Centrale Européenne. Alors, il y a des problèmes de gouvernance, c'est pas moi en tant que parlementaire qui vais dire le contraire. On aimerait avoir effectivement plus de contrôle. Néanmoins, elle a réagi. Elle a réagi parce qu'elle était aussi, elle était la plus aboutie, et elle a de l'argent. Voilà, contrairement à la Commission, contrairement au Parlement, enfin, je veux dire, on n'a pas d'argent, hein. On débloque tout ce qu'on peut, mais en fait, voilà, il y a rien parce qu'il y a ce problème de la fiscalité qui est vraiment l'échec européen pour le coup. Et tant qu'on n'arrivera pas à créer des institutions qui soient en capacité de proposer des actions fédérales, on n'y arrivera pas. L'Eurogroupe, pendant cette crise, d'un point de vue politique, a eu des conséquences terribles sur l'image de l'Europe. Pourquoi? Parce que, alors que les institutions européennes faisaient ce qu'elles pouvaient, et le faisaient relativement bien, j'ai trouvé pour une fois, derrière ça, on avait un groupe qui n'a aucune justification légale, qui se réunissait, qui ne sortait strictement rien comme proposition, et qui sortait des propos, mais odieux, sur d'autres pays. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on retenait, nous, en tant qu'Européens, de la réponse de l'Europe? C'était ce que disait cet Eurogroupe, et ça outrepassé, ça balayé, ça effacé totalement ce
que les institutions européennes faisaient par ailleurs. Donc oui, effectivement, à un moment, pour pouvoir sortir de cette crise, il va falloir faire un saut fédéral parce que de toute façon, une monnaie sans institutions fortes, sans confiance, sans violence, sans budget, sans banque centrale à son service, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Ça ne tiendra pas. Je rebondis justement, je lisais le verbatim de l'allocution qu'a fait Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, en Italie, à l'invitation de Giuseppe Conte, sur les réflexions que tient le gouvernement italien sur la relance économique, et qui disait, en accord avec Giuseppe Conte, qu'on ne pourrait pas revenir au statu quo, car le statu quo était déjà dysfonctionnel en termes de gouvernance et notamment de gouvernance de la politique économique. Et du coup, j'aimerais bien qu'on finisse sur ces enjeux politiques. Ce que je vois, moi, c'est que quand on a de la colère qui s'exprime sur la gestion de l'échelon européen de la crise, cette colère, elle était assez fortement, notamment en Italie, dirigée vers les institutions européennes et vers une incarnation inexistante qui est Bruxelles. Derrière, ensuite, on a eu une identification quand on est passé à l'Eurogroupe, etc., des frugaux et de la manière intergouvernementale dont se structure le débat public européen. Mais le mouvement initial, il était de se retourner vers Bruxelles, qui n'avait pas forcément ni les moyens ni les compétences d'agir efficacement pour, par exemple, aider la Lombardie quand il le fallait. Bon, il y a des questions aussi d'image. Hein. On aurait pu imaginer un déplacement d'Ursula von der Leyen, comme ça s'était fait en Grèce quand il y avait des problèmes plus militaires, mais je crois que la sécurité et le militaire est plus son domaine de prédilection que la santé. Mais en tout cas, on a un vrai problème politique dans le sens où les citoyens considèrent comme comptable du bilan de l'Union européenne comme comptable d'un bilan sur lequel elle n'a pas les compétences. Et là-dessus, donc la crise, si on lui trouve aujourd'hui une réponse économique en termes de relance, il faut lui trouver aussi une réponse politique, et c'est notamment ce que disait Anne-Laure sur la notion de fiscalité et d'unanimité. Et là-dessus, Anne-Laure, je crois que vous avez pas mal travaillé sur ces questions. Comment est-ce qu'on peut, et finissons là-dessus, démocratiser la gestion économique, financière et budgétaire de l'Union, surtout, et alors évidemment il nous reste quelques minutes pour y répondre, mais quelques pistes, surtout à l'orée non plus de la réponse à la crise, mais du Green Deal, qui est le vrai enjeu majeur, une fois qu'on aura réussi à rebondir dans 3-4 ans, du plan qui est la vraie raison d'être de l'Union européenne pour les années à venir. Alors, en effet, on a essayé de travailler un peu sur ces sujets avec un collectif dans lequel se trouvent Thomas Piketty, Antoine Beauchez, Guillaume Sacriste, et Stéphanie Hennette et Lucas Chancel. Et en fait, les propositions qu'on fait, je vais vous les dire, mais la philosophie, c'est de se dire qu'il faut là maintenant il faut avancer. C'est difficile d'avancer. D'une part, c'est difficile d'avancer à 27 sur ces sujets. Donc, il faut peut-être réfléchir à des mécanismes qui permettent d'être plus agiles. Donc, sortir de cette règle de l'unanimité, si on n'est pas capable de changer les traités là-dessus, et ça nous semble assez compliqué, on a peut-être des dispositifs possibles pour donner de l'agilité à l'intérieur de l'institution. Et donc, l'idée serait de disposer d'une chambre parlementaire qui pourrait être constituée des députés nationaux de chaque État membre qui acceptent de faire partie du dispositif. Donc on ne part pas à 27, on part de 0 et on essaye de mettre des pays ensemble. En fait, si vous avez la France, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, vous avez gagné parce que vous avez 75% du PIB en gros. Bon, donc ça, il faut voir la négociation politique qui est possible, etc. Mais en gros, l'idée, c'est de dire, il faudrait qu'on reparte d'un micro, enfin d'autres niveaux de gouvernance pour avancer ensemble, pour se doter d'un vrai budget européen et de ressources propres. Et donc, on avait proposé des impôts qui permettraient de financer un budget à 4% du PIB. Et l'idée, c'est que à l'intérieur de cette chambre parlementaire, on a une délibération. Et quand Aurore dit, on a Tang, effectivement que je connais, moi que j'ai vu plusieurs fois et que je trouve absolument extraordinaire. Vous avez raison. Quand on a en fait, moi j'ai beaucoup d'espoir quand elle nous dit, je m'entends bien avec mes collègues néerlandais et danois.
sur certains sujets parce que tout simplement j'ai les mêmes opinions politiques, j'ai la même obédience politique. En fait, l'espoir, il est dans trouver des consensus transnationaux que pour l'instant on n'arrive pas à trouver au niveau intergouvernemental, puisque vous avez un ministre des Finances et un président pour représenter un pays. Donc on n'a pas du tout de représentation de la diversité. Donc trouver des consensus transnationaux, et je sais alors que votre sujet, votre cheval de bataille principal, c'est le Green Deal. Donc sur le coronavirus, mais comme chambre, comme laboratoire pour ensuite le financement du Green Deal, c'est quoi les options politiques qu'on a sur la table? Est-ce que, notamment en parlant de la conférence sur l'avenir de l'Europe, est-ce qu'on peut proposer des évolutions à la gouvernance qui nous permettraient d'avancer? Poser les questions à Aurore, je crois. Oui, excusez-moi. Désolé, j'étais complètement en train de penser à ce que je disais et pas à ce que bien sûr. là. Sur la question du Green Deal, comment dire, la feuille de route qui avait été proposée par la Commission européenne était un vrai changement là aussi dans les mots. On sentait qu'il y avait une réelle prise de conscience de l'urgence climatique, que c'était plus quelque chose de pour les générations futures, que c'était là maintenant tout de suite. Néanmoins, dans les montants, on n'y était pas encore. C'est toujours la même chose. On a vraiment un souci de combien. Voilà, combien on met sur la table, et à chaque fois, c'est pas assez. Donc, on était parti sur 1000 milliards sur 10 ans, là où il faudrait un minimum 1000 milliards par an d'après la Cour des comptes européenne, tout simplement. Donc, vous voyez, c'était un sujet. Le problème, c'est qu'il y a un Green Deal avant Covid et après Covid. C'est-à-dire que cette crise nous montre quoi? Elle nous montre que du fait de notre modèle de développement, on ne laisse pas assez de place aux écosystèmes, aux autres espèces, pour pouvoir se développer tranquillement, et qu'il n'y a plus ces barrières, il y a plus ces barrières naturelles entre certaines espèces et nous, les êtres humains, et ça développe des pandémies de manière dramatique, et on sait que ces pandémies vont se multiplier. Ça veut dire que le Green Deal qu'il va falloir défendre, à mon sens, aujourd'hui, ne peut pas être le même. Et je trouve que la Commission devrait revoir, en fait, en urgence, sa copie. Tout d'abord parce que ce Green Deal doit être plus ambitieux d'un point de vue financier, compte tenu de la crise qu'on va avoir, et parce qu'aussi ce Green Deal doit avoir la possibilité de se saisir des questions macroéconomiques. En fait, le problème au niveau européen, c'est que la politique prônée, pas menée, parce qu'elle n'emmène pas finalement tant que ça, mais prônée, disons, par l'Union, est fondamentalement antisociale. Voilà. Et dans le contexte actuel, c'est pas possible. Donc, il va falloir refaire de la macroéconomie. Timmermans, qui est le vice-président en charge de Green Deal, n'a pas les portefeuilles d'investissement, de semestre européen qui est donc la coordination des politiques économiques, etc. Il n'a pas les portefeuilles sous sa coupe qui traitent des questions macroéconomiques. Or, sur la question du Green Deal, si on veut vraiment réussir ce plan, il va falloir refaire de la macroéconomie avec un grand M, ce qu'on s'est interdit de faire ces dernières années, pour pouvoir avoir les marges de manœuvre fiscales, budgétaires. Pourquoi pas revenir à la création monétaire, encore une fois, des choses en fait logiques, pragmatiques, pour pouvoir créer de l'emploi, relancer l'économie au service de la société et au service de la transition écologique, parce qu'en fait la transition écologique, on ne peut pas la remettre à plus tard. C'est quand même là dans les 10 ans que ça se joue. Donc l'idéal, mais je pense que ça n'arrivera pas, mais l'idéal, ce serait qu'on ait de la réactivité. C'est exactement ce qu'Anne-Laure disait. On a des budgets européens sur 7 ans, c'est pas possible, c'est pas réactif. Il nous faut de la réactivité et qu'on puisse avoir une nouvelle feuille de route sur le Green Deal. Anne-Laure Delatte, vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on conclue succinctement? Écoutez, voilà, il y a plein de choses à faire. Il faut absolument avancer cette gouvernance politique. Moi, je rêve d'un moment où on pourrait dire aux Pays-Bas et au Luxembourg, écoutez, vous nous faites de la concurrence fiscale, alors nous, on va vous remettre des barrières tarifaires. En fait, c'est assez radical là, parce que en plus, moi, je suis pro commerce international, etc. Mais il y a un moment où en fait, il faut avancer et peut-être imposer des choses, des sanctions, être plus dur, parce qu'effectivement, vous avez des pays qui ne jouent pas le jeu dans l'Union, et en réalité, il faudrait essayer de changer les rapports de force, et voilà, dire au Luxembourg, à l'Irlande et aux Pays-Bas,
il y a une grosse partie du profit de nos entreprises, nos multinationales qui vont chez vous, on perd en fiscalité à cause de vous, eh bien, on vous met des barrières tarifaires, c'est-à-dire on met des sanctions au commerce. Vous ne pouvez plus exporter, enfin, vous pouvez exporter chez nous, mais nous, on prend des impôts là-dessus. On récupère des ressources. Écoutez, ce sera le mot de la fin et on va conclure là-dessus. Je voudrais vous remercier toutes les deux pour votre participation du jour. Merci à ceux qui ont participé. Là, je vois encore les échanges sur le chat et qui nous ont écoutés en live ou qui nous écouteront lorsque la vidéo sera repostée en ligne pour ce débat qui était organisé, je le rappelle, par la Fondation Jean Jaurès et le Mouvement européen France sur la solidarité économique à l'heure de la crise et du déconfinement. Merci à tous et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci.